avez-vous essayé, par exemple, de mesurer scientifiquement l'étendue de la Mais spoliation on l'a, par rapport à ces manières de mais on faire? l'a mesuré. En fait, ce n'est pas simple. On ne peut pas dire que c'est simple. Et puis, on n'a pas eu un traitement simpliste. C'est-à-dire que ce qu'il faut admettre et qui est une réalité pour le cas de Mhm, la France, le Quai Branly, c'est 300 000 objets qui viennent du monde entier, mhm, 90 000 que nous avons comptés, au moins de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique, 70 000 de l'Afrique subsaharienne, et 66% de ces objets sont rentrés entre 1960, entre 1885 et 1960, durant le temps colonial. Ensuite, le tiers restant est entré après. Il y avait plusieurs gestes d'appropriation. Il y avait le vol, la spoliation, les butins de guerre militaire, les campagnes militaires, Alfred Dodds, au Bénin, au Mali, la mission Labouré, etc., etc. Il y avait des missions dites scientifiques, donc celle de Griol, la mission Dakar Djibouti. Non, c'était pas Griol, oui, oui, c'était Griol. Et puis il y avait des dons sur le marché des arts, et puis il y avait de l'achat, du don et de la vente. Alors notre travail a été d'essayer d'estimer, avec les données que nous avions, les proportions des uns et des autres. Et en disant, voilà, les objets dont on sait avec certitude qu'ils ont été pris sans le consentement de la population, parce qu'ils ont été spoliés, pris par une compagnie militaire, il faut les rendre. Les objets qui ont été donnés et achetés en bonne et due forme, ils restent dans les musées. Les objets qui ont été collectés par des missions dites scientifiques, on a été lire les textes, l'Afrique fantôme de Michel Léris, les secrétaires des missions tenaient des journaux dans lesquels ils explicitaient les conditions de la prise des objets, et ces conditions étaient absolument violentes, sans consentement, des vols dans les cimetières, la nuit, de l'intimidation, etc., etc. Ces objets, s'ils étaient demandés, ils pouvaient être rendus. D'autres objets ont été vendus, on a été voir les prix. Quand un objet coûtait 200 francs sur le marché de l'art, il était vendu 12 francs. Avec 12 francs, on pouvait acheter 7 œufs. C'était une vente à un prix qui n'était pas un prix équitable. Et si on fait l'analogie avec ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, où des Juifs fuyant pour leur vie, étant en condition de vulnérabilité, ont vendu des tableaux de maître de famille à des prix dérisoires. Après la Seconde Guerre mondiale, les ayants droit, lorsqu'ils les ont réclamés au musée, ils leur ont rendu, parce qu'on considérait qu'on était dans une condition d'asymétrie structurelle, et que même la vente, on pouvait interroger est-ce qu'elle était faite à un prix. La colonisation, c'est une asymétrie structurelle fondamentale dans laquelle tous les rapports d'échange, les rapports que l'on veut peuvent être interrogés sous le signe de la domination. Et on a essayé de faire un travail fin de dentelle, mais malheureusement, ceux qui étaient contre ce travail caricaturer les propos et ne voulaient retenir que oui, c'est compliqué, c'est pas aussi simple que ça, mais nous le savons que c'est compliqué. Et il y a des objets pour lesquels il y a une zone grise, on ne sait pas. Et puis on a indiqué dans le rapport que ce genre d'objet-là, nous ne savons pas, mais les proportions, elles étaient claires. Et ça, il y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, on n'a pas péché par excès de simplisme. Nous, on est des chercheurs, on connaît la complexité. Et quand on entrait dans ce travail-là, en tout cas, moi, j'avais aucun préjugé. Ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce que la recherche allait dire. Et ma conviction était de décrire exactement les résultats de la recherche, parce que j'y suis entré sans aucun préalable et sans aucune idéologie au début. Mais l'appropriation culturelle telle que vous la défendez n'étrique-t-elle pas l'universalité de l'art? À qui appartient l'art? Oui, bien sûr, l'art est universel, mais le problème de l'universalité, c'est qu'on veut bien que l'art soit universel quand les tableaux et que les objets sont à Paris, Londres et Berlin, et l'art devient moins universel quand les objets sont à Bamako, au Bénin et en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Je veux dire, il devrait être autant universel. Le fait que l'art soit universel et que finalement ça soit un patrimoine de l'humanité, je suis entièrement d'accord, mais il se trouve que certains objets sont liés à des cultures, à des cultes, à une identité, et que vous vous rendez compte si toutes les peintures des églises françaises se trouvaient à Dakar, et que les jeunes Français, il y a eu une convention à Faro en 2005 qui disait que les jeunes Européens ont droit à leur patrimoine. Les individus ont besoin de se dire dans le temps, de se dire leur histoire, d'avoir des repères physiques du génie de leurs ancêtres, qu'une proportion circule dans le monde, bien sûr, mais que l'essentiel soit en dehors du continent et que des miettes soient sur le continent, c'est un déséquilibre qui ne peut pas être justifié par un principe d'universalité. Et en plus, les Africains n'ont pas le droit d'avoir des visas pour aller visiter ces objets dans les musées occidentaux. Je veux dire, ils n'ont juste même pas. Leur patrimoine culturel est dans le sillage justement de cette polémique, s'est posée même la question des conditions de conservation par les musées africains, le pillage dans les musées africains. Ça a relevé de ce que j'appelle la généralisation du pire. C'est la première question que nous avons abordée. On a été voir, on a fait
une cartographie, on a découvert qu'en Afrique subsaharienne, il y avait plus de 500 musées. Et je vous avoue que j'étais le premier surpris, tellement j'étais habité par ce que j'entendais, quoi. Il n'y a pas de musée en Afrique, on pille les objets, etc. Lorsqu'on a fait la recherche, on s'est rendu compte que non seulement il y avait énormément de réceptifs, qu'il y a des pays qui avaient entre 30 et 50 musées, que des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, le Sénégal n'avaient rien à envier. Nous, on avait un nouveau musée flambant neuf des civilisations noires, 30 000 mètres carrés, une capacité de 18 000 objets, etc., etc., une vingtaine de musées dans le pays. Et effectivement, il y a eu des endroits où des objets ont été spoliés, mais dans les musées occidentaux, les objets disparaissent. J'étais à Nantes une année, le cœur d'Anne de Bretagne a disparu au musée de Bray. J'ai essayé de regarder le nombre d'objets qui étaient volés au Louvre, mais c'était significatif. Et jamais vous n'entendrez quelqu'un dire, ils peuvent pas garder parce qu'on vole des objets là-bas. On vole des objets dans les musées. Mais pas de la même manière. Je ne sais pas si non, c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le pillage est devenu systématique en Afrique à tel point que l'UNESCO a dû intervenir pour établir des techniques de sauvegarde. Il y a eu même une résolution, la résolution 42.7 en 1987. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez très bien. Un musée sénégalais, l'IFAN aujourd'hui, Théodore Monod. Sur les 20 000 pièces du fonds, 10 000 pièces ont été subtilisées. Je vais vérifier. C'est-à-dire que c'est parce que je connais dans le livre Le Nouvel Or Noir de Philippe Bach. Parce que le directeur du musée, je le connais, je travaille avec lui presque régulièrement. Je prends cette information et j'irai la vérifier. Elle me m'étonne fortement. En fait, que l'Afrique ait été pillée, que des gens aient acheté des objets vendus sur des marchés, sous le manteau, etc., et qu'il y ait une résolution même de l'UNESCO pour empêcher le trafic des biens illicites, c'est un fait. Partir de là et dire que les musées en Afrique, c'est des passoires et qu'on pille la moitié, en tout cas, ce ne sont pas ce que nos recherches nous ont montré, parce que nous, non seulement on a fait une recherche documentaire, mais on a été sur le terrain. On a visité beaucoup de pays du continent, on a été dans les musées, on a été dans les musées traditionnels, on a été dans les musées dans les villes, on a regardé les conditions de conservation, on a discuté avec les conservateurs, on leur a demandé quels étaient leurs manques, quels étaient leurs besoins, etc. On a été au Mali, on a été au Cameroun, on a été au Sénégal, on a été au Bénin, etc., etc. On a pris une année parce qu'on savait très bien que cette question était délicate et il fallait que l'on se fonde sur une vraie recherche et pas sur une littérature qui avait totalement rangé l'Afrique dans le territoire des ombres, etc., etc. Et ce qu'on a trouvé sur place, je suis entièrement désolé. Bien sûr, il y a des limites. Bien sûr, il y a des insuffisances, mais ça ne correspondait pas du tout à la réalité qui était décrite, je veux dire, là où on était. Et en plus de cela, la question du musée, c'est une question à double entrée. La première question, c'est de dire oui. Est-ce que les musées ont des capacités de conservation? Si elles ne les ont pas, il faut qu'elles les construisent. Il faut bien conserver les objets. Nous sommes d'accord. Mais la deuxième question, c'est est-ce que les objets doivent aller dans des musées forcément? Parce que la muséologie occidentale, elle est née au 19e siècle. Le musée est un régime de patrimonialisation. C'est-à-dire que c'est une forme d'habitat, c'est une écologie de l'objet. Quand on a été au Cameroun, dans l'Ouest, on s'est rendu compte qu'il y avait des musées traditionnels, qu'il y avait des cases patrimoniales, et que les objets pouvaient être dans une pluralité d'endroits en fonction des fonctions sociales, rituelles, spirituelles, culturelles, esthétiques, et qu'il y avait plusieurs rapports au patrimoine qui n'étaient pas tout mettre dans un musée, et que le patrimoine pouvait être disséminé dans le corps social et avoir une fonction intégrative, et que ces formes de patrimonialisation-là étaient importantes, et que la première question pour les Africains, c'était de resocialiser leurs objets, de se poser la question de savoir, cet objet, je vais l'emmener dans un musée, l'autre dans une école, l'autre dans un centre de recherche pour étudier les fractales des fils de pêche, l'autre dans un centre d'art et de design pour inspirer les jeunes générations, etc., etc. L'autre dans un lieu de culte, parce que la communauté le réclame. Et c'est intéressant. Au Mali, on a vu des objets qui avaient une double fonction. Au moment du culte, la communauté vient le chercher au musée, fait un rituel, le transforme en objet sacré, l'emmène et fait son rituel. À la fin du rituel, ils refont un rituel, ils le déchargent, ils le ramènent au musée. Et donc, durant l'année, l'objet a une identité métamorphique. Il est tantôt profane, il est tantôt sacré, et il va et il fait des allers-retours entre le musée et le bois sacré. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les régimes de patrimonialisation des sociétés africaines étaient tellement riches, étaient tellement plus riches que le musée, que la question du musée, en fait, était une question fondamentalement piège. Parce que la question, elle disait, est-ce que vous êtes capable de reproduire, pour des objets qui sont issus de vos cultures, le dispositif que nous avons créé, nous, pour les conserver avec nos catégories?